Je voudrais, avant de lancer la discussion, en étant le modérateur, donc comme aux premières loges de chaque seconde de ce MOOC passionnant, féliciter les 3 intervenants, les 3 auteurs, pour leur sens pédagogique aigu, pour voir que chaque cours est passionnant, pertinent et vraiment, on apprend, à chaque seconde. On regarde plusieurs fois, je suis sûr que les spectateurs, sont d'accord avec moi, on regarde à chaque fois, plusieurs fois, les vidéos, tellement on a envie de savoir plus ou de revenir sur des choses qu'on ne savait pas. Donc un grand merci et voilà, pour montrer également il s'agit d'une rencontre privilégiée avec les 3 auteurs. Alors ma première question pour, démarrer cette rencontre avant de traiter les questions de ceux qui voudront bien poser des questions sur le chat. Je voudrais demander, voilà, quelle était la genèse de ce projet? Pourquoi un MOOC sur cette thématique? Qui a eu cette idée? Depuis quand? Et comment ça a été préparé? Je ne sais pas, Achille? Peut-être, je laisserai la primeur à Sébastien, qui ne s'est pas encore présenté en plus, donc je pense qu'en plus Sébastien, pour cette question-là, est le premier à interpeller. Sébastien. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Dossé, je suis musicien, claveciniste et organiste et je dirige l'ensemble Correspondance. Alors, ce MOOC, je crois que l'idée, la première fois qu'elle a été évoquée, c'est Ambronay en fait qui a eu l'idée de s'investir sur un MOOC. C'est-à-dire que je pense que ce qui me plaisait au Centre culturel de rencontre au départ, c'était l'idée de cette manière de transmettre. D'ailleurs, pas forcément la musique, mais cette manière de transmettre. Donc, on en a parlé ensemble. J'avoue que moi, je ne connaissais pas spécialement ce genre de support au départ, donc j'ai mis un petit peu de temps à regarder et à proposer quelque chose. Et il me semble que, effectivement, il n'existait pas forcément quelque chose déjà sur la musique en France au XVIIe, que c'est aussi le sujet qui me passionne. Donc, c'était peut-être voilà, une conjonction qui était intéressante. Voilà pour dire un mot sur la jeunesse du projet. Donc, c'est parti d'Ambronay. Merci. Et du point de vue de la musicologie, comment vous avez pensé ces cours, ces thématiques, comment vous les avez préparés? Alors moi, c'est vrai que je l'ai vu, comme une belle opportunité de faire état des dernières recherches aussi, sur ces sujets parce que nous sommes beaucoup de musicologues et de musiciens à travailler, en profondeur sur cette période qui est extrêmement riche comme vous le constatez évidemment et on est malheureux de ne pas avoir pu, traiter, autant de choses qu'on aurait pu, mais enfin on a essayé de traiter l'essentiel de ce qui nous semble représenter, cette période, parce qu'on en connaît en tout cas aujourd'hui. Et voilà, ça nous semblait aussi intéressant de pouvoir, vous montrer que la recherche est en marche et qu'elle est toujours en marche, hein, et que voilà, des 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 travaux en collaboration, comme on peut les mener entre musicologues et entre musicologues, directeurs de festivals, c'est important aussi et musiciens, permettent, de plus en plus aujourd'hui de grands progrès dans les connaissances, sur les périodes, historiques, de l'histoire de la musique. Voilà pour ma part. Théodora? Je Oui, pour l'université, moi, je vais abonder dans l'essence de ce que Sébastien et Achille viennent de dire, c'est-à-dire que, d'une part, problème de effectivement, le MOOC, connexion. ça va? Oui, oui, on t'entend. Pardon. Ouais. Euh, oui, donc d'une part, enfin, le MOOC est un cours offert par des universités massivement, de façon ouverte, et le rêve, l'idée, l'ambition humaniste, si je puis dire, c'est vraiment de pouvoir sortir des amphithéâtres et aller le plus loin et toucher le maximum de personnes, c'est-à-dire quiconque a envie de les suivre. Et vous qui fréquentez la plateforme edX, vous avez pu apercevoir la pluralité, la multiplicité, la quantité des cours qui sont proposés. Et c'est vrai que les universités sont, depuis maintenant quelques années, penchent sur la question des MOOC. Du côté de la faculté des lettres de Sorbonne Université, on avait déjà quelques cours sur le théâtre classique, sur
sur Oscar Wilde et d'autres. Et du coup, les musicologues, on était en train de réfléchir et pour tout vous dire, il y avait un autre projet qu'on avait mis en premier, mais quand la proposition d'Ambronay est arrivée, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on s'est saisi en disant, voilà, c'est formidable que le premier MOOC côté musicologique, ce soit sur la musique baroque française. Et donc, ça, c'est un merveilleux alignement des astres. Et en effet, c'était l'occasion aussi de donner à voir des façons d'aborder ces répertoires. C'est vrai que c'est un cours assez général, c'est un cours d'initiation. Vous doutez bien, il y a tout un tas d'approfondissements et on aurait pu faire un MOOC sur chacun des thématiques abordées par chaque épisode, donc il y a de la matière. Mais déjà ça, dans le cadre d'initiation, notre envie, c'était de mettre en place déjà des synthèses qui sont assez originales, surtout sur certains sujets moins abordés. Vous avez pu voir, par exemple, le cours sur les abbayes, qui sont des choses qu'on entend moins, qu'on a moins l'habitude d'entendre. Et puis même surtout tout le reste. Mais on va revenir sans doute sur des questions d'historiographie, d'approche. Merci Théodora. Ça montre bien que même si c'est un cours généraliste, c'est une grande richesse. Donc, on va dire, ça donne envie d'avoir une suite, en tout cas. On commence à recevoir des questions. Donc, je lance les premières questions. La première porte sur l'ensemble correspondance. Donc, cette question est dirigée à Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire plus sur cet ensemble et notamment sur la particularité de l'interprétation de la musique baroque française du XVIIe siècle? Ouais. Pour le dire de façon très, très courte, l'ensemble correspondance, c'est un ensemble que j'ai créé il y a 11 ans maintenant, avec l'idée justement de défendre ce répertoire de la musique française du XVIIe dans tout ce qu'elle a de plus divers, c'est-à-dire que au-delà on va dire, ce qui est le plus connu, c'est la symphonie du Te Deum de Charpentier qui sonne pour l'Eurovision. Voilà, donc il y a évidemment toute la musique sacrée, alors beaucoup plus riche que bien sûr que ce qu'on connaît déjà des grandes heures de la musique versaillaise. Donc on a enregistré par exemple la musique d'Étienne Moulinier ou d'Henri Dumont. Alors Henri Dumont était peut-être davantage connu, mais voilà, tout ce répertoire de musique sacrée, parfois même de la musique anonyme. On a enregistré un de nos tout premiers disques consacré à Antoine Boesset, qui aurait composé pour les dames de l'abbaye royale de Montmartre. Bon, et puis il y a tout le côté de la musique profane aussi qui est passionnant, parce que là encore, je pense bien sûr qu'on a en tête les grandes fêtes de Versailles et tous les opéras de Lully, qui sont certainement les deux grands répertoires de la musique profane. Mais c'est vrai qu'il y a tout le répertoire aussi très passionnant des airs de cour, et puis le répertoire du ballet de cour qui a été aussi un axe de travail pour nous très important ces dernières années. Nos inscrits ont eu le privilège de pouvoir voir des extraits vidéo de certains concerts de l'ensemble correspondance qu'on ne peut pas voir ailleurs, qui est un ensemble qui est de plus en plus remarqué dans l'interprétation de la musique de cette période. Ça, il faut le signaler, le souligner. C'est en quelle année que tu as créé cet ensemble? C'était aux alentours de 2009. Oui, donc c'est en une dizaine d'années, cet ensemble a pris un essor considérable dans la musique spécifiquement française. Et le dernier enregistrement sur le mélange Italie-France, Charpentier et l'influence de l'Italie au XVIIe siècle. Donc, c'est pour que nos spectateurs comprennent qu'ils ont affaire à des extraits musicaux, des vidéos d'un des ensembles les plus remarqués sur ce répertoire. Ce qui me permet d'enchaîner sur une question sur la différence entre la musique française et la musique qui se joue ailleurs, en Europe, à cette période. Autrement dit, la particularité de cette musique française du XVIIe siècle. Quelles sont les grandes lignes par rapport à ce qui se fait ailleurs? Achille, peut-être?
Théodora, peut-être. Je sais pas, moi Théodora, je oui, veux oui, bien, mais Les j'ai spécificités. beaucoup Théodora. parlé déjà. Par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie. Oui, oui, oui. C'est qui distingue la musique en France. Ben, j'ai envie de dire, on a eu un cours, enfin, comme on a vu dans la structure de cours, on a vu combien c'est aussi une question d'institution. Donc j'ai envie de dire trois choses. La première, c'est que c'est en grande partie une affaire, la musique est en grande partie une affaire d'institution dans le sens où on fait de la musique parce qu'on a besoin d'en faire. Donc, en partie, on va voir comment la structure de la chapelle royale va conditionner la façon dont la musique va prendre forme, que ce soit du point de vue des effectifs jusqu'à la texture même. Deuxième point que j'ai envie de dire, ce qui la distingue, c'est aussi l'envie de se distinguer d'une certaine façon, c'est-à-dire comme à la chapelle Sixtine à Rome, on se distingue en inventant le style a cappella, qui était finalement presque la spécificité à la Capelle, à la chapelle Sixtine, d'une certaine façon, comme les princes de la Renaissance, et notamment c'est très très fort avec Louis XIV, c'est créer une nation dynamique, moderne, éminemment moderne, dominante aussi sur les autres, dont on peut distinguer les spécificités. Alors comment ça va se traduire? Ça va se traduire avec certains traits stylistiques que vous allez aussi voir dans le cours, on les énumère aussi dans la conclusion, pour en dire un mot ici, mais il y a aussi des terrains de jeu, j'ai envie de dire, où c'est pas forcément évident de les distinguer, c'est-à-dire que on peut faire un comparatisme des typologies de style, de dire le style italien, le style français, mais par exemple, Charpentier va adopter beaucoup de traits de style de la musique italienne. Donc, ce qu'on voit dans les textes de l'époque, dans aussi des parties pré-esthétiques, c'est que la musique française va plaider pour le naturel, ce qui coule des sources, ce qui est moins savant, c'est-à-dire moins compliqué. Et ça renvoie dans la texture du contrepoint. Et donc, on va taxer, pour ainsi dire, la musique italienne d'être plus savante, plus complexe, plus dissonante. La musique française va jouer plutôt avec les couleurs, avec les ornements, mais dans quelque chose d'assez classique. Du reste, le terme baroque, lorsqu'il a été employé par les philosophes au XVIIIe siècle pour parler de musique, comme le fait Jean-Jacques Rousseau, c'est pour parler un petit peu de cette musique italienne. Donc, on peut rentrer dans une discussion musique baroque, âge classique, où en France, on a cette idée d'un classicisme, on peut dire gallicanisme si on veut, alors qu'en Italie, ça va être plutôt cette esthétique romaine, des jésuites, de la contre-réforme, si vous voulez. Donc, on a ces balancements. Et ce qui distingue la musique française sur sa déclaration d'intention, en tout cas, c'est d'entrer dans cette esthétique classique, naturelle, équilibrée, plus que l'italienne. Après, ça c'est la théorie. Dans la pratique, les choses sont beaucoup plus mélangées, il y a beaucoup plus de transferts, il y a des communications France-Angleterre. Après, la France va aussi imposer certaines formes, l'ouverture à la française, pour prendre cet exemple emblématique, beaucoup d'ornementation et d'autres traits, on va dire, stylistiques. Justement, à propos de la pratique musicale, je voudrais poser la question à Sébastien, justement dans le cadre de la direction, l'enregistrement de musique française de cette période. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, en jouant, ça c'est terriblement français, c'est comme quand on entend une note de Debussy ou de Ravel, on se dit ça ne peut être que français. Quel serait l'équivalent pour la musique que joue l'ensemble Correspondance? Alors, c'est drôle parce que moi, je me fais rarement cette observation-là. Je me dis rarement, ah, ça, c'est vraiment français. Non, en revanche, c'est pour ça que je suis toujours un peu embarrassé avec cette question des styles nationaux. C'est que, bien sûr, il y a quelques particularités qu'on va retrouver vraiment comme des caractéristiques de la musique française. Théodora le dit, par exemple, l'ouverture à la française, c'est quelque chose qui vient de France. Mais en définitive, ça circule
énormément parce que Bach compose des ouvertures à la française, parce que en Angleterre, on va trouver des traits instrumentaux qui font penser au ballet de cour. Donc en fait, la circulation permanente et omniprésente, elle diminue un petit peu cette idée de pouvoir ranger chaque style dans chaque pays, ce qui nous arrangerait très bien parce que ce serait beaucoup plus simple à étudier. Donc, il y a cette question de la circulation, quand même, je trouve, diminue vraiment la capacité à tout ranger dans des boîtes. Et puis, la deuxième chose, c'est, moi, je me dis rarement le style français ou style anglais, je raisonne plutôt par compositeur. Ce que je trouve vraiment fascinant, c'est de se dire, je trouve que telle formule, je ne la trouve que chez Antoine Boesset. Alors, c'est très intéressant de se dire, quand on va ensuite tomber sur une œuvre où n'est pas marqué le nom du compositeur, une œuvre anonyme, et ben c'est passionnant de se dire, cette petite tournure-là, je ne l'ai vue avant que chez Boesset, donc j'arrive à recoudre les choses comme ça. Donc, ce qui est finalement assez intéressant, je trouve, c'est plus le style d'un compositeur qui est finalement plus facile à cerner, à identifier que le style en général de tous les musiciens français au XVIIe siècle. Oui, merci beaucoup. Une question pour Achille, je pense Je qu'il... voulais juste Oui, peut-être ajouter une chose à ce que Sébastien vient de dire, qui est tout à fait juste. Et on l'a vu aussi dans le cours, on a vu que, par exemple, Charpentier, il va composer pour Port-Royal et il va composer pour les Jésuites, et ça ne sera pas du tout le même, ça sera pas la même musique, ça ne sera pas Mm. le même style. Et donc, c'est en ça que pour qui on fait de la musique, ça peut avoir un sens, même si chacun après va mettre son style personnel. Et je voudrais aussi ajouter une autre chose qui est importante dans ce que dit Sébastien, c'est qu'on est en train encore de découvrir des pans entiers du répertoire si on regarde la discographie des dernières années, des 10 dernières années, des 20 dernières années. Par exemple, l'air de cour, mais aussi les petits motets. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes recherches, où tel trait stylistique, je me disais, tiens, ça c'est la signature de Charpentier, avant de découvrir que plein d'autres compositeurs contemporains, par exemple dans les petits motets, pouvaient le faire, des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Donc du coup, les éditions, on n'a pas encore les œuvres complètes de Charpentier. Toute sa musique n'a pas été enregistrée. On est comme si on devait parler de théâtre classique en n'ayant que 3 pièces de Molière, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision globale. Comme pour la fin du XVIIIe siècle, est-ce qu'on comprend Mozart de la même façon lorsqu'on connaît Salieri, Cimarosa, Cherubini, que sais-je? De la même façon, ça permet ces découvertes et puis ces oreilles qui sont accoutumées grâce aux musiciens et aux musiciennes de nouvelles de pans du répertoire, ça permet aussi de complètement repositionner notre perception de la couleur, des styles. Donc, si je résume, on pourrait parler plutôt d'une superposition de différents styles, à la fois le style du compositeur qui lui est propre, le style qu'il emploie en fonction des lieux ou des répertoires, mais aussi, malgré tout, un style national qui reste là quand même, parce qu'on reconnaît que c'est quand même français et c'est pas allemand. Oui, Donc, c'est plutôt... oui, Oui, peut-être un des liens structurants dont on n'a pas parlé aussi, enfin, c'est la danse. Je pense que voilà, dans la tête des musiciens français, il y a une très grande culture de la danse et des danses, avec toutes leurs variétés très raffinées et qu'ils utilisent énormément comme source d'inspiration, y compris pour la musique d'église d'ailleurs, parfois, pas toujours, mais parfois. Et de plus en plus, peut-être même au fur et à mesure que le siècle avance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez caractéristique. Et puis ce souci, en effet, d'avoir une expression dite naturelle, voilà, d'essayer d'exprimer le plus finement possible l'expression d'un sentiment ou d'une situation, enfin, quelle qu'elle soit, religieuse ou dans le cadre d'un opéra. Ou, voilà, je pense qu'il y a ce souci-là aussi qui structure aussi beaucoup sur le territoire français. Et il me semble évidemment très important de souligner la place de la danse en France. Effectivement, c'est structurel. Achille, puisque tu viens de parler, il y a une question sur l'épisode sur les cathédrales. On voudrait savoir sur la question des formes de plein chant et du petit motet. Est-ce qu'il y a une filiation entre ces styles? Ah, alors c'est peut-être pas tant dans les cathédrales, peut-être que dans les couvents, qu'on remarque non seulement une filiation, mais je dirais même
une sorte de continuité dans l'écriture qui est cultivée par certains compositeurs en particulier, enfin ceux qui sont les plus engagés, on va dire, dans la réforme catholique en tant que musiciens, et qui s'appuient sur le plain chant qu'ils considèrent comme la source de la musique religieuse, la musique liturgique, et pour en développer les aspects, comment dire, l'adapter au langage et à l'écoute de leur temps. Donc, incidemment et de façon très fine, ils arrivent à intégrer des éléments de style de leur époque, comme certains ornements, la façon de faire sonner qui rappelle la tonalité naissante, et voilà, et d'exprimer plus librement aussi en utilisant des textes qu'ils assortissent à leur façon, ce qui donne assez vite, dans la continuité, des espèces de petits motets en plein chant, mais monodiques, qui vont s'adapter à différentes situations de la liturgie ou hors liturgie. Oui, il y a tout ce glissement, en effet, qu'on voit se manifester, qui est assez particulier dans le territoire français, puisque ça va même se développer avec ce qui est devenu le plain chant musical, qui est devenu un vrai répertoire évolutif tout au long à partir du moment où il arrive, donc dans les années 1650 jusqu'au 19e, voire même au 20e. On a encore des traces de composition dans des milieux de petites paroisses où subsistent ces pratiques. Ça se composait un peu n'importe où, et après on ajoute des voix, on fait du faux-bourdon. Enfin, il y a toute une culture là, qui se développe à partir du plain chant. Merci. Donc voilà, pour donner un exemple d'une particularité là aussi française. Merci. Nous avons parlé de la circulation des styles, la superposition. Que pouvons-nous dire à propos de la rencontre entre les musiciens? Là, ce ne sont pas les formes d'expression stylistique, mais les personnages. Est-ce que ces musiciens se rencontraient-ils entre les différentes nations de l'époque? Sébastien? Théodora ou Sébastien, pardon. Répondre en partie, mais donnons chacun des éléments de réponse courts. Oui, il y a pas mal de témoignages. Alors, il y a le célèbre témoignage autour des clavecistes français de Froberger, de Louis Couperin, avec les luthistes, Blanc-Rocher, etc. Il y a aussi la question de l'émigration. Par exemple, si on parle de l'Angleterre, il y a beaucoup de musiciens français qui ont émigré en Angleterre, notamment des violonistes. Donc cette circulation, elle existe aussi, bien sûr, sans voyage, mais par la correspondance, par l'envoi de manuscrits, et qui fait que finalement toute la musique circule beaucoup entre les différents pays au XXe siècle, les différents pays européens. Nous n'avons pas de traces historiques de la rencontre entre Carissimi et Charpentier. Alors, pas que je sache, si ce n'est que, bon, voilà, on peut simplement supposer que vivant quelques années à Rome, et où Carissimi est le grand maître de la musique religieuse, on peut supposer que Charpentier a eu la curiosité d'aller le rencontrer. Bon, mais je crois que enfin, Théodora, tu renseigneras peut-être plus précisément, mais je crois que les recherches les plus récentes disaient que Carissimi n'a pas pu enseigner la musique à Charpentier, puisque sa charge de maître de chapelle au Collège germanique de Rome l'empêchait contractuellement d'enseigner à d'autres élèves. Donc, je pense qu'effectivement, il n'a pas pu lui enseigner la musique. En revanche, qu'il l'ait rencontré, c'est quelque chose d'assez probable. D'accord. Il faut avancer dans les questions, on en a beaucoup. Une question, pourquoi avoir privilégié la musique vocale plutôt que la musique instrumentale pour ce MOOC? Je peux répondre rapidement. Oui, bien sûr. J'ai pas la sensation que la musique vocale ait été terriblement privilégiée, mais c'est peut-être un défaut qu'on a tous de s'intéresser un petit peu plus aux voix qu'aux instruments, et c'est triste. Je crois pas dans le sens où c'est vrai que la racine de la musique, pour la musique sacrée, c'est le plain chant. Donc tous les genres qui vont découler du plain chant, bien sûr, intègrent
beaucoup la musique vocale. Bon, maintenant, si on parle des cathédrales, on a parlé un petit peu du répertoire d'orgue, on a parlé de la place qu'occupaient les instruments à côté des voix, on a parlé ensuite de la musique de chambre. Bon, voilà, forcément, la musique vocale, elle occupe structurellement une grande place parce qu'elle est un peu à la racine de tout ce répertoire. Oui, on pourrait ajouter qu'en effet, c'est une période où c'est aussi un domaine où les compositeurs s'exercent particulièrement. Le rapport entre le texte et la musique les passionne, c'est pas le mot, parce que ils sont dedans. C'est vraiment un sujet fort, même pour l'évolution et l'expression musicale. Même si en parallèle, petit à petit, la musique instrumentale, et c'est vrai, prend son envol aussi, son indépendance, et vient même enrichir, souvent, on le voit dans les opéras, des lully, hein, par les timbres, etc., l'expression vocale. Mais c'est vrai que c'est plutôt en bout de siècle là, que commence vraiment à émerger une musique instrumentale très forte, très indépendante. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a été porté naturellement, on va dire, par la force des choses et de l'histoire. Et sans oublier que la musique vocale est accompagnée d'instruments. Dans l'opéra, il y a l'orchestre, dans le ballet, il y a l'orchestre, des instruments. Donc, Dans l'air de cour, il y a le luth. Oui. La question suivante porte sur le rayonnement de la musique française au XVIIe siècle ailleurs, en France. On connaît évidemment le rayonnement au XVIIIe siècle. On a parlé de Handel, de Bach, qui compose à la française, même Telemann. Mais qu'en est-il de l'influence française ailleurs au XVIIe, donc un siècle plus tôt? J'y vais Théodora, bien sûr. rapidement. Donc, déjà, on a une grande réception en Angleterre, puisque la cour d'Angleterre était exilée en France pendant le Commonwealth, et puis du coup, au retour, la structuration des institutions britanniques pendant la Restauration a pris un petit peu le modèle français, et beaucoup de musiciens français y sont allés. Sébastien le signalait tout à l'heure, comme Robert Cambert, par exemple, et d'autres. Et on trouve ainsi des ouvertures à la française, par exemple, dans le King Arthur de Purcell, dont Didon est né. On a une influence, une réception importante sur ce plan. Donc ça serait surtout en Angleterre. C'est en Angleterre, moins Italie. Là, je voulais dire une chose, mais j'ai été... ça va. Début 18e, plutôt en Allemagne, oui. Oui, Après, ça sera... mais c'est vrai qu'au 17e, c'est plutôt l'Angleterre. Elle est en construction, en fait, cette musique. Elle impressionne, voilà, ceux qui passent. Il y a une réception aussi du ballet en Angleterre. Il y a eu une recherche importante qui a été faite là-dessus. Merci. Il a été question aussi quand on a abordé la question du style, le fait qu'on n'a pas encore connaissance de toute la musique de Charpentier, donc on n'a pas encore le panorama complet. Une question qui est posée, de la même façon. où chercher les inédits de Charpentier? Sébastien peut-être, ou Théodora peut-être aussi. Théodora est une grande spécialiste, Sébastien aussi, donc là je suis obligée de leur laisser. On les a. Il y a eu l'édition des œuvres complètes de Charpentier en cours. Elle a beaucoup avancé en 20 années. Depuis 20 ans, il y a eu énormément d'éditions et même des premières exécutions aussi qui ont été faites. Ça a été très bien servi, et notamment voilà, les nouvelles forces qui sont l'ensemble Correspondance et puis d'autres musiciens avant ça. Les manuscrits de Charpentier sont conservés à la Bibliothèque nationale de France en grande quantité. C'est un compositeur dont on a beaucoup de chance parce que autant on connaît peu de choses sur sa vie, on n'a même pas vraiment son portrait, autant on a la chance d'avoir un corpus tout à fait exceptionnel de manuscrits autographes. Il y a 550 œuvres environ, c'est rarissime. Donc c'est très intéressant pour effectivement pouvoir apprécier le style, l'évolution aussi éventuellement de son écriture, la multitude, la variété des différents genres. Il a touché à tout, et du coup il reste encore des trésors à faire entendre. Donc Sébastien, on compte sur toi.
Sur les éditions de Charpentier, à peu près quel pourcentage a été édité? Les 11 messes ont été éditées, il y a eu beaucoup de petits motets, il reste encore des histoires sacrées, alors que, encore que, il y a beaucoup de grands motets qui restent à éditer, je dirais D'accord. ça comme ça. Et puis, il reste aussi un peu côté musique profane, encore que les petits airs ont été édités. Non, je dirais, c'est plutôt côté grand motet, c'est-à-dire motet à grand chœur, soliste, chœur et instruments, où il reste encore des choses, encore que, voilà, on a déjà des beaux volumes édités et des beaux enregistrements, comme les motets pour Mademoiselle de Guise que Sébastien a enregistré. Achille, tu as parlé tu as mentionné le mot naturel comme un trait caractéristique français, et on te demande de définir ce que tu entends par ce que veut dire Ah, le naturel. ça, c'est très difficile, hein. À l'époque même, ils écrivent de longues lignes là-dessus. Alors, le naturel, comment, enfin, oui, c'est forcément un naturel un petit peu artificiel dès lors qu'on veut faire mettre du naturel en musique. C'est toute une réflexion et donc quelque part un artifice. Euh, alors, comment Est-ce dire, que c'est de trouver l'expression la plus juste, peut-être, pour la plus appropriée est-ce que ce pour serait exprimer l'équivalent un sentiment. français de la sprezzatura? Est-ce que ce serait l'équivalent français de cette idée de naturel en apparence, mais en réalité très préparé, très étudié? Certainement, certainement. Je ne sais pas si Théodora, tu as quelque chose à ajouter sur le plan un peu théorique aussi, parce Oui, que je pense qu'il faut le penser de façon comparatiste, c'est-à-dire que la discussion de la comparaison, notamment entre musique française et musique italienne, c'est une discussion qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça vient plutôt des Français. Les Italiens, ça les intéresse un peu moins. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'Italie ou en tout cas de conception nationale, alors qu'en France, c'est un projet politique qui est en marche et du coup, on peut l'imaginer dans ce sens-là. Donc, c'est comparé. On ne saura pas vous dire à l'époque qu'est-ce que c'est que le style français, mais on va vous dire que c'est plus naturel que le style italien. Du coup, je pense que c'est une belle façon, même mnémotechnique, pour se l'imaginer, c'est-à-dire on va se représenter les Italiens comme même, que ce soit dans la musique, ou dans l'art baroque, c'est-à-dire jouer beaucoup plus avec la surprise, le trompe-l'œil, si je prends des métaphores picturales, l'effet, oui, la cadence rompue, les changements de tempo un peu brutal, le chromatisme. le chromatisme ou la dissonance. Donc, ce qu'on va dire, ce que Rousseau va décrire au XVIIIe comme l'effet baroque, c'est-à-dire bizarre. Donc, du coup, le naturel, ça serait un petit peu l'inverse de ça. On parle de beau génie, coulant des sources. Le retenu, le mot qu'on pourrait associer à naturel, c'est la retenue. La Exactement. retenue française. Voilà. En comparaison, en effet, à l'effervescence peut-être plus La forte tempérance, italienne, qui est le modèle quand même des Français à l'époque, enfin, ou le contre-modèle, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils admirent. oui, on utilise la métaphore qu'on appelle à l'époque euh, ah zut, la théorie des climats. C'est-à-dire, dans le sud, les Italiens, les Espagnols, il fait plus chaud, donc ils ont le sang qui Plus bout. exubérant. Voilà, donc ça va être plus dissonant, il y aura des surprises, des coups de théâtre, etc. Dans le nord, c'est froid, donc c'est plus austère, etc. Alors la France, c'est la tempérance. Évidemment, c'est les Français qui disent ça. Donc ça va être l'équilibre parfait, la tempérance, le naturel, coulant des sources, évidemment, la perfection. Ce qui est lié, bien sûr, à la vie littéraire aussi, à ce caractéristique, bien sûr. J'essaye d'avancer. Je suis désolé pour nos spectateurs, je pourrais pas poser toutes les questions, mais j'essaye de poser les questions, le plus grand nombre de questions. Pour Sébastien, une question intéressante sur les tempéraments. Les tempéraments qui sont utilisés pour interpréter cette musique. Quels sont les éléments qui te permettent de choisir un tempérament plutôt qu'un autre? Il y a disons des connaissances un peu générales de savoir quel tempérament était utilisé à cette époque-là en France. Et comme Quentin Blumenroder l'expliquait, c'est beaucoup à partir des orgues qu'on arrive à tracer
quel tempérament était utilisé et régulièrement utilisé. Donc après, comment est-ce qu'on met ça en pratique? Ben, simplement, c'est souvent à partir de la musique elle-même. C'est-à-dire, il y a des témoignages où on dit qu'on accorde en fonction de qui joue avec qui on joue. Donc s'il y a des instruments frettés, par exemple, on accorde de façon différente. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on accorde aussi beaucoup en fonction de la musique qu'on joue. C'est-à-dire que si on sait que dans le programme qu'on va aborder, il y a telle et telle tonalité, eh ben, peut-être qu'on peut s'autoriser tel tempérament qui mettrait cette musique-là en valeur le mieux possible. Donc, il y a à la fois des connaissances très théoriques et puis ensuite des choix beaucoup plus pragmatiques. Merci. Une autre question, le MOOC est très centré sur la Cour de France, donc sur Paris, et y aurait-il des connexions avec d'autres villes en France, comme Toulouse, Bordeaux par exemple? Il faudrait faire un nouveau MOOC sur la province. Ah oui, on a essayé de développer au maximum avec les connaissances qu'on avait sur les autres lieux, hors évidemment région parisienne, à laquelle on revient plus facilement, plus volontiers, parce que c'est aussi là qu'on a le plus d'éléments historiques, qu'on a le plus de musique, qu'on a plus aussi qu'on a ce projet un peu national aussi de construire une musique française, hein, tout ce dont on vient de parler. Et donc voilà, aussi, on manque encore certainement de beaucoup de connaissances, mais il faut, voilà, pour ça, il faut aussi trouver des sources suffisamment en grande quantité ou suffisamment explicites. Alors, c'est vrai que bon, peut-être on peut parler quand même de quelques compositeurs qu'on a évoqués, comme Molinier. Enfin, voilà, bon, ben, j'arrête là, je laisse peut-être parler mes collègues. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est quand même, on a commencé le MOOC par parler de tout ce qui se passe en extérieur, tout ce qui se passe partout sur l'intégralité du royaume au XVIIe siècle, les ménestrels, les chansonniers. Donc ça, c'est probablement 90% de la musique. Donc on a commencé par ça, évidemment. Et en revanche... les cathédrales aussi. Ouais. Et les cathédrales, mais c'est aussi la musique, là, pour les chansonniers ménestrels, toute la musique populaire, en fait, c'est la musique sur laquelle, finalement, on a le moins de traces, on a le moins d'éléments. Donc, on a commencé par en parler parce que c'est celle qui est répandue vraiment sur l'intégralité du territoire, jusqu'au plus petit village, mais c'est aussi celle sur laquelle on a moins de matière. Donc ensuite, il y a effectivement la musique des cathédrales qui est absolument répartie de façon quasi uniforme sur l'intégralité du royaume, et avec le plain chant qui est la musique qu'on retrouve, qui est qu'on pourrait dire le dénominateur commun de toute cette vie musicale. Donc, on a commencé par parler de ce qu'on trouve partout, et effectivement, au fur et à mesure, ça se resserre sur les centres névralgiques et évidemment sur la cour. Non, la personne qui a fait la remarque, elle a tout à fait raison. Hein. On aurait pu... voilà, on a coupé beaucoup de choses, hein, il faut savoir. Mais moi, j'ai envie de mentionner aussi les cas d'André Campra et de Jean-Gilles, parce qu'avec Charpentier, c'est les trois seuls compositeurs dont on a des messes concertantes. Et c'est vrai qu'on aurait pu... voilà, il y a Bousignac aussi. Oui, Bousignac, voilà, sur le tout début du XVIIe. Bon, voilà, on aurait pu... Mais c'est vrai que là, le projet, c'était de donner une idée la plus nuancée et précise possible vis-à-vis des connaissances qu'on a de ce que c'est que la musique en France au XVIIe siècle, comment elle évolue, comment elle se formalise de différentes formes, comme vous l'avez compris, très variées, mais avec une ossature un petit peu commune, en tout cas. Enfin, voilà. C'est une nation centralisée, délibérément. On le voit, c'est pratique pour nous parce que la Bibliothèque nationale réunit tous les fonds dont on a besoin. C'est l'exemple de l'Italie, c'est le contraire, où les fonds de Rome voilà, sont riches, mais aussi ceux de Naples, Modène, Palerme, Venise, Bologne. Georges Morales est mieux placé pour moi pour les énumérer. Mais il se passe quand même des choses, effectivement, en province. Bien sûr, c'est lié à l'histoire de la France, à l'histoire centralisée, surtout à cette période. On s'en rend compte encore aujourd'hui.
Mais par rapport justement à cette centralité de la cour liée à Louis XIV, qu'en est-il avec la cour de Louis XIII, qui est aussi une cour du XVIIe siècle, par rapport à la musique, bien sûr? Est-ce qu'elle est aussi centralisée? Est-ce qu'on trouve les mêmes mécanismes de mécénat, la même dynamique des répertoires, la même centralité? Disons que c'est en train de s'installer. D'ailleurs, sur le modèle, on pourrait dire même presque de François Ier au siècle précédent. Là, il y a un beau modèle offert aux Bourbons de construire d'appuyer leur politique sur les arts et rayonner aussi de cette manière. Donc ça se construit petit à petit au fil des générations. Alors évidemment, Louis XIII n'avait pas encore le pouvoir qu'a acquis Louis XIV derrière, et tous les moyens qu'il a déployés ensuite, quoi. Donc c'était encore un règne encore un peu fragile, qui s'est nettement consolidé avec la personnalité et l'entourage de Louis XIV. Donc c'était plus Oui. facile aussi de développer cette aura. Oui, les institutions royales étaient là. Moi, j'ai envie juste d'ajouter qu'effectivement, avec Louis XIV, on a un projet vraiment, j'ai envie de dire volontariste, délibéré, de construire quelque chose d'identitaire, alors qu'avec Louis XIII, c'est beaucoup plus fluctuant. La reine mère est italienne, qui vient avec sa cour. Voilà, ça communique beaucoup plus. Marie de Médicis, Mazarin, enfin voilà, c'est quelque chose qui va être plus. Mais ça commence à s'installer, voilà, doucement, mais je pense que Louis XIV avait déjà un terrain un petit peu préparé. Hein, on voit que les compositeurs français réémergent, par exemple, à la Chapelle Royale, et même s'autonomisent un peu et cherchent de leur côté à développer de nouvelles formes de motets ou de messes par rapport à l'Italie, ou en tout cas où cette culture plus internationale franco-flamande, on va dire, qui dominait jusque-là. Donc on voit quand même pas mal de velléité à construire cette musique de cour déjà, et qui petit à petit nationale, enfin, en tout cas dans la représentation qu'on se fait de la nation française. Je passe maintenant à une question sur la pratique instrumentale qui concerne Sébastien et qui concerne particulièrement le serpent. Puisqu'effectivement, on le voit dans une vidéo utilisée par l'ensemble Correspondance, la question de savoir s'il est encore employé et quelle est la sonorité de cet étrange instrument. Qu'apporte-t-il de plus? Il apporte ce qu'il apportait à l'époque, c'est-à-dire un soutien très, très doux pour les voix. Donc c'est un instrument qu'on jouait pour accompagner le plein chant, qu'on pouvait jouer aussi dans les polyphonies. Alors dire à quoi il ressemble, c'est comme une sorte de basson très doux. Je ne sais pas comment le définir mieux que ça. Très doux, très stable. Voilà. Avec un son très continu. Ouais. Et de dire que oui, c'est un instrument qui continue à être joué aujourd'hui par des gens très forts d'ailleurs, parce que c'est un instrument qu'on n'attend pas forcément sur un registre de la virtuosité, mais par exemple Patrick Vibard qui le joue aujourd'hui est quelqu'un d'exceptionnel, qui tire vraiment le maximum, je pense qu'on puisse tirer de cet instrument, et dont on s'aperçoit aussi tout le potentiel. Et donc voilà, ce qu'il apporte aujourd'hui, c'est une sorte de richesse à la texture polyphonique. Donc ça serait plutôt proche du basson. Si on doit le comparer à notre instrument, ça serait plutôt le basson. C'est difficile de dire. Le violon ressemble plutôt à une flûte qui jouerait avec un timbre différent. Oui, je crois que oui, c'est un instrument à vent et grave et avec beaucoup de douceur. Donc, ça se rapproche du basson pour les fonctions aussi, c'est-à-dire qu'on le voit petit à petit, enfin, dans la connaissance qu'on a de plus en plus de la musique d'église, que le serpent et le basson sont souvent interchangeables. En fait, ils constituent quelque part, avec le violoncelle, dans les cathédrales en particulier, la base instrumentale qui va servir à tout, en fait. Et donc, en fait, la caractéristique quand même plus particulièrement du serpent, c'est qu'il va toujours s'associer aux voix graves, même du chœur, c'est-à-dire qu'il les double. En fait, c'est une sorte de chantre instrumental.
Et son rôle, c'est justement de soutenir les chantres, notamment dans le plein chant, mais il continue à le faire quand les chantres en question chantent de la musique polyphonique. Voilà, ça c'est assez intéressant comme rôle. Après, il a été utilisé dans la musique militaire, dans la symphonie, même dans l'opéra au fil du temps. Mais sa fonction première, et particulièrement en France, ça c'est vraiment une particularité française et des territoires francophones annexes, enfin à côté, pardon, c'est que voilà, le serpent, c'est l'instrument sur lequel s'appuient les chantres tous les jours pour chanter le plein chant. En Espagne, par exemple, c'est plutôt le basson, le baron, enfin une forme de basson. On ne trouve pas du tout de serpent en Espagne. Et en même temps, c'est un instrument à embouchure, donc ça va avoir une sonorité un peu plus mate. Et c'est vrai qu'il y a un retour en force très heureux du basson, du serpent, pardon, dans l'interprétation actuelle des musiques anciennes, parce qu'effectivement, on n'en trouvait pas. Enfin, peut-être il n'y avait pas énormément de gens qui en jouaient. Et là, il y a de plus en plus de musiciens. C'est vrai que même on a du serpent dans la symphonie fantastique de Berlioz, et il y a plein de versions où il n'y a pas de serpent. Parce même s'il l'enlève après, il y en avait plein. Et il y a même des musiciens qui vont l'introduire dans le jazz, comme Michel Godard. Enfin, voilà. Oui. Une particularité peut-être qui explique aussi que le serpent était si longtemps utilisé, parce qu'on le retrouve encore au début 20e, dans cet emploi d'accompagnement du plein chant, c'est qu'il a une possibilité, en fonction de l'oreille du musicien, de s'adapter à toutes les variations des voix. Enfin, c'est-à-dire si les chantres baissent, il peut baisser avec, les aider à remonter. Enfin, il a une souplesse incroyable. C'est une espèce de paradoxe acoustique d'ailleurs, cet instrument. Voilà, donc c'est pour en dire un peu plus. Parce que là, on peut en parler un peu plus parce qu'on a fait quelques recherches ces derniers temps sur le serpent. Et au XXIe siècle, est-ce la première fois qu'on utilise cet instrument pour interpréter la musique du XVIIe siècle, ou ça a déjà été fait, Sébastien? Non, je crois que ça a déjà été fait. Juste, il y a des instrumentistes qui pratiquent cet instrument, je pense, depuis une vingtaine d'années. Oui, comme dit Cécile, c'est peut-être... Volny Ostu. Oui, voilà, Volny, c'est aussi quelque chose qui progressivement se réintègre dans les pratiques. Voilà, et puis après c'est triste, mais il y a plein de raisons très pratiques qui font que quand on n'a pas de sous, on ne peut pas avoir forcément le serpent qui joue, alors qu'on sait bien que ça devait se faire à cette époque. Donc voilà, ça doit intervenir aussi dans les choix des uns des autres. Peut-être que ce qu'on peut dire pour compléter tout ça sur cet emploi important du serpent et des basses en général, en fait, c'est aussi une des caractéristiques peut-être de la musique en France, c'est cette importance des basses. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on remarque, du pupitre de basse très très important avec l'association de plein d'instruments graves qui donnent une assise comme ça très forte à une écriture harmonique, voilà, qui ressort d'elle-même. Et Jean Duron l'a très bien montré, par exemple, qui permet de soutenir les voix aiguës, donc la mélodie du haut, qui ressort de cette manière sur un espèce de gros tapis très confortable basse. Et voilà, le serpent y contribue fortement puisqu'il est particulièrement stable et efficace dans ce maintien des basses. Avec le fameux trou français, avec les points Voilà, intermédiaires plus exactement. C'est faibles. tout à fait ce qu'a démontré Jean Duron. Voilà. Et ce c'est une façon de faire sonner, voilà, qui est propre aussi, quand même, on peut le dire, à la musique française, avec les harmoniques naturelles. Il est 19h passé, je pose une dernière question qui porte aussi sur la spécificité de la musique française, qui est l'inégalité. Comment sait-on qu'on joue, qu'on doit jouer tel passage en notes inégales? Peut-être Sébastien? Oui, moi je peux répondre, mais je pense que c'est une question qui est beaucoup renseignée par les traités notamment. Donc c'est peut-être Théodora, tu peux dire un petit mot sur peut-être un traité en particulier ou... Oh, peut-être sans Lambert, Monsieur sans Lambert, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Oui, on l'a on a des témoignages de ça dans des méthodes de clavecin notamment, comme pratique. Effectivement, il y a quelques traits interprétatifs qui font aussi la couleur de la musique française par-delà la texture et l'écriture elle-même et le contrepoint. Et c'est notamment l'ornementation qui est un marqueur stylistique. On peut même prendre une pièce d'un compositeur
d'un autre pays et le jouer à la française. Donc, il y a un trait stylistique qui est l'ornementation, et l'autre, ça serait sans doute l'inégalité. Et là me revient aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, qui m'est sorti de la tête par rapport au style français, c'est par rapport à la réception du style français à l'étranger. C'est le recueil de Georges Moufat, Florilegium, tout début XVIIIe siècle. C'est un recueil des pièces pour le violon. Il a toute une préface écrite en 4 langues pour que tout le monde puisse le comprendre, et qui fait toute une discussion sur l'art du violon en France et l'art de l'ensemble de violon et l'art de l'orchestre de violon. Et donc, les petits violons, les 24 violons du roi, cet ensemble finalement créé par Lully, a eu un impact assez important, comme puisque par exemple dans ce recueil publié qui finalement donne de la musique allemande, il y a tout un éloge du style français, de l'interprétation, où il va parler aussi des traits d'orchestre, de coups d'archet par exemple. Et donc, comme l'inégalité, comme l'ornementation, on va avoir des choses qui sont au-delà de la partition, au-delà de la source musicale, qui vont venir former la couleur sonore du style français. Et donc, c'est renseigné dans des préfaces, dans des méthodes instrumentales qui disent voilà comment il faut faire, etc. J'ai le temps de quelques questions encore. Apparemment, oui, on a commencé en retard, donc on peut prolonger un peu vu le nombre de questions que nous avons. Pourquoi on n'utilise pas le cornet pour la musique profane au XVIIe siècle en France? Le cornet, il me semble qu'on le voit sur une vidéo d'une messe de Charpentier, me semble-t-il. C'est la musique sacrée, mais est-ce qu'il est utilisé dans la musique profane en France? Moi, je peux répondre avec le peu d'éléments que je connais, mais pour faire très court, c'est un instrument qui est. Je sais qu'en plus, Thomas Lecomte est en train d'écouter cette petite conférence. Là, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Mais c'est un instrument qui est simplement qui décline progressivement en fait pendant tout le XVIIe siècle. Donc, on continue néanmoins, enfin, on continue à l'entendre, notamment dans un contexte de musique sacrée, mais on peut aussi l'entendre, par exemple, dans les bandes de hautbois. C'est-à-dire quand on dit bande de hautbois, on pourrait s'attendre à ce que ce soit exclusivement la famille des hautbois déclinée du dessus jusqu'à la basse, et en définitive le cornet et la sac-boute peuvent intégrer les bandes de hautbois encore au moins jusqu'à la moitié du siècle. Donc c'est un instrument qui finalement est relativement sollicité sur la première partie du XVIIe. Quelque chose à ajouter sur cette question? Non. J'ai envie de poser une question, évidemment, on s'y attendait, sur la trompette marine. C'est pas moi, c'est l'un de nos spectateurs. Est-ce vraiment utilisé à cette époque? Et voilà ce mystérieux instrument qui n'est pas une trompette. C'est un instrument à cordes qui cache bien son jeu. Et qu'on avait place à l'écurie en plus. plus. Du temps sur le serpent et la trompette marine. Voilà, ça on ne pouvait pas y On aurait échapper. dû parier. Non, alors, contrairement au serpent, les recherches sur la trompette marine, à ma connaissance en tout cas, n'ont pas été encore très, très poussées à l'heure actuelle. C'est étonnant parce qu'en effet, plus on creuse dans ces musiques, plus on s'aperçoit qu'elle est là, un peu partout, à la cour, dans les villes certainement, et dans les couvents. On a par exemple une trace d'une représentation d'une religieuse, de plusieurs religieuses, mais il y en a une qui joue de la trompette marine dans un couvent dans l'est de la France, dans le nord-est de la France, en Alsace actuelle. Donc voilà, enfin, il y a tout à apprendre. Et visiblement, c'était un instrument qui était classé à l'écurie anciennement, voilà, qui continue à servir à la cour pour les bals, mais voilà, on a un peu de mal pour l'instant à imaginer comment elle était utilisée parce qu'elle n'apparaît pas forcément dans les partitions, même, enfin voilà. Sinon, on l'aurait vu depuis plus longtemps. Voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur cet instrument, en effet, tout à fait étonnant. On a pas mal d'exemplaires subsistants. Même M. Jourdain en parle, donc, oui. mais sans nous éclairer beaucoup. On a des instruments. M. Jourdain en parle. Gentilhomme. Il veut dire que
connu que le public allait réagir à cette évocation. C'est un instrument qui intéresse beaucoup aussi les théoriciens. On voit ça à la deuxième partie du XVIIIe siècle, parce que c'est un instrument qui a qu'une seule corde. On joue un petit peu on joue sur les partiels, ce qu'on appelle les partiels, les harmoniques si vous voulez. Et du coup, au moment où on commence à étudier, il se passe énormément de choses sur le plan de l'acoustique, de l'organologie à cette époque-là. Et c'est un instrument qui va les intéresser parce que c'est pratique d'étudier la résonance naturelle des cordes. Donc, en fait, c'est un instrument qu'on va trouver aussi dans des traités euh, lorsqu'on parle d'organologie ou de la physique des cordes. Donc, effectivement, Molière parle de la trompette marine, les traités parlent de la trompette marine, Vivaldi a composé pour la trompette marine, et voilà. Peut-être qu'il ça Oui. paraissait un instrument abordable avec son unique corde, je ne sais pas. Il y a tout un travail à mener là-dessus, c'est certain. Alors, j'ai envie de poser une autre question pour arriver à la conclusion. Ça vous a pris combien de temps? Depuis combien de temps vous mijotez ce MOOC? Depuis le moment où vous vous êtes dit, tiens, on va faire un MOOC sur la musique française du XVIIe siècle, et le 18 février, lors de la diffusion du premier épisode. Peut-être que Pierre, puisque Ambronay était au départ de cette idée, peut nous donner la date la plus en amont. Combien Nous, en d'années à tout peu cas, près on ça a prend? commencé à y travailler Alors, ça a pris énormément d'années, puisque Sébastien, je crois que le jour où on est remonté jusqu'à la première trace de discussion autour de ce MOOC, et on devait être aux alentours de 2015-2016. Mais en fait, pour raconter un tout petit peu la genèse du projet, c'est vrai qu'on a Correspondance a été ensemble associé du CCR d'Ambronay pendant 3 années, hein, entre 2014 et 2017. Et il se trouve que Correspondance enregistrant déjà pour Harmonia Mundi, il fallait qu'on trouve un autre moyen de transmettre cette musique et ce savoir. Et donc, assez rapidement, comme le disait Sébastien tout à l'heure en introduction, on s'est arrêté sur ce format qui n'existait pas et qui avait le mérite de pouvoir être, sinon totalement exhaustif, bien sûr, assez complet, et de pouvoir aller en profondeur dans la découverte du répertoire, des interprètes, des lieux. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça a été un long travail. Ensuite, il a fallu regrouper tous les partenaires, les très nombreux partenaires dont on parlait tout à l'heure en introduction, le Louvre, Sorbonne Université, Correspondance, Irémus, et puis il y a surtout aussi beaucoup d'intervenants. Tous les intervenants ne pouvaient pas être là ce soir. Je sais qu'il y a Thomas Lecomte du Centre de musique baroque de Versailles qui est là et qui nous écoute, qui intervient aussi dans le MOOC, mais il y a aussi d'autres interventions de spécialistes du Louvre. Voilà, donc il y a énormément de gens qui ont participé à cette aventure. Donc vous imaginez que ça a été très très long. Je dirais que, Il alors, s'agit de les 9 premières personnes. idées, c'était 2015-2016, mais Hmm. je pense que voilà, c'est 2 années à peu près de mise en œuvre. Il y a eu quand même des choses qui ont été tournées. Je voyais un commentaire qui disait qu'il y avait, qu'on voulait entendre encore plus de musique. Il y en a déjà beaucoup dans ce MOOC, hein, puisque Correspondance a notamment enregistré spécialement pour ce MOOC des exemples musicaux de choses qui n'existaient pas, hein, Sébastien. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus lié à la pratique musicale possible. C'est ça qui était intéressant aussi, et que je pense que tous les partenaires présents autour de cet objet-là ont fait effectivement qu'on est sur un objet à la fois scientifique, mais aussi qui prend ses racines dans la pratique. Donc je trouve que c'est ce qui en faisait tout le sel. Oui, il faut souligner qu'il s'agit de 9 intervenants, hein, pour les entretiens du MOOC. Donc, pour nos spectateurs, certains le savent, d'autres ne savent pas, mais il y a à chaque fois, ou presque à chaque fois, chaque épisode, un ou plusieurs entretiens qui sont passionnants avec des spécialistes, dont Thomas Lecomte. Mais Nous saluons et remercions tous, hein, oui, pour ils sont la passionnants. complémentarité Je avec nos pense propos. aussi à Hubert Hasbrook. J'ai pas eu le temps de traiter certaines questions sur la danse, mais je pense qu'en regardant l'entretien sur la danse d'Hubert Hasbrook, vous allez trouver beaucoup de réponses sur la danse. C'est un entretien passionnant. Tous les entretiens sont passionnants. On les a bien Euh, choisis. oui, oui, oui. Et si peut-être que certains de nos intervenants, à part Thomas Lecomte, nous regardent, on les remercie de nous avoir éclairés et d'avoir éclairé tous les inscrits de ce MOOC. Je remercie tous les spectateurs. On était à combien, Pierre Bornachot
combien 137, c'est ça? 137 participants. Voilà, donc c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Apparemment du monde entier. Je pense Oui, que... on a des gens du Mexique, de Belgique, du Québec. Voilà, il y a peut-être d'autres pays que j'ai ratés. En tout cas, un grand merci. Encore désolé pour les petits soucis techniques au départ, mais voilà, je trouve que c'était très intéressant de vous entendre parler de ce travail. On a beaucoup de remerciements dans les. Ce n'est plus des questions maintenant, mais des remerciements. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Il en Merci ressort beaucoup. Au revoir. un enthousiasme, un grand enthousiasme, des compliments bien sûr, mérités. Et donc merci à nos 3 auteurs d'avoir non seulement conçu le contenu de ce MOOC passionnant, on attend tous une suite, ou une rediffusion du moins. Et merci d'avoir consacré ce moment privilégié pour répondre aux différentes questions sur les coulisses de ce cours ouvert à tous et nous avoir montré de manière passionnante les particularités de la musique en France à cette époque. Et Georges, merci beaucoup. Merci d'avoir modéré et merci pour tout le travail que vous faites aussi au quotidien sur ce MOOC, puisque c'est vous qui répondez aux questions, non seulement aujourd'hui, mais aussi tout au long de ce MOOC. Et j'en profite pour signaler que si jamais il y a parmi vous des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fait certains cours, vous pouvez encore les faire jusqu'à la fin du MOOC. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est le 6e et avant-dernier épisode qui a été publié et mis en ligne. Donc il en reste encore un la semaine prochaine et tous seront disponibles une semaine encore après la fin la semaine prochaine. Donc il reste 15 jours pour pouvoir rattraper votre retard si jamais vous avez des épisodes en retard. En plus, cette rencontre est enregistrée, donc elle sera disponible jusqu'au 15 avril également, certainement sur la plateforme, ou sous une autre forme peut-être, mais elle sera disponible dans tous les cas, pour ceux qui ne pouvaient pas assister, qui ont demandé, et qui ont insisté pour pouvoir regarder en différé. Juste une petite chose, parce que je vois qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. On a été Oui. trop long, désolé. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens ne restent pas sans réponse? Sur le forum, allez sur le forum de la plateforme. Et voilà, petit exercice pour classer les questions en fonction des épisodes. Ça fera une petite révision afin de pouvoir répondre soit moi-même, soit je transmets les questions aux auteurs. Donc évidemment, vous pouvez garder ces questions et les transférer sur la plateforme si vous avez vraiment envie d'avoir la réponse. Certaines réponses ont été données par ricochet, mais bien sûr, on n'a pas pu répondre malheureusement à toutes les questions. Merci encore une fois. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence Merci pour vos et questions. l'intérêt que vous portez à ce cours. Merci beaucoup à tous. Oui. Et Et- merci à nos auteurs et à Georges. Et bonne musique. Surtout. On peut les écouter, les musiques, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas... Bon, on peut les écouter à part, hein, aussi dans les annexes, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des remarques sur cette question, qu'il n'y avait pas assez dans les épisodes, mais c'est parce qu'on vous donne envie d'aller les écouter plus longuement. On était très coincés par le format et voilà. Et n'hésitez pas à cliquer sur tous les onglets que vous trouvez sur la plateforme, que ce soit les crédits, les ressources, toutes les informations sont là. Les playlists. Donc voilà, donc ne vous contentez pas seulement de regarder le cours, mais allez regarder tout le reste. Tout est passionnant. Merci encore et bonne soirée à tous. Bonsoir. Ah.